Salut tout le monde, on est parti pour une nouvelle analyse, avec aujourd'hui un objectif franchement passionnant. Démystifier comment les sociétés construisent et surtout maintiennent l'équité. Pourquoi c'est si crucial? Eh bien parce que derrière chaque fiche de paye, chaque facture d'hôpital ou même chaque inscription à l'école se cache en fait une immense machinerie invisible. Une machinerie qui tente en permanence d'équilibrer la balance. On va donc décortiquer tout ça. On partira d'une vision très globale, mondiale, pour ensuite plonger sous le capot du modèle français, qui est quand même super connu pour sa robustesse. L'idée, c'est de vraiment capter toute l'ingénierie qui opère derrière ce mot, parfois un peu abstrait, qui est l'égalité. Pour le programme, on va faire simple et utiliser la technique de l'entonnoir. On commence très large avec les concepts mondiaux, et boum, on soulève le capot du système français pour aller fouiller dans les engrenages. On regardera comment on mesure tout ça, les outils concrets, et on finira sur les gros défis actuels. Allez, c'est parti. On plonge tout de suite dans notre première partie, le modèle global. Pour bien démarrer, on s'appuie sur la définition des Nations Unies, et c'est super important de l'avoir en tête. Souvent, la justice sociale, on a tendance à la réduire à un vague débat moral ou purement philosophique. Mais l'ONU, pas du tout. Pour eux, c'est une exigence froide, hyper pragmatique. C'est littéralement le rempart qui empêche une société de s'effondrer. En fait, sans égalité et sans respect de la dignité, c'est carrément la paix et la prospérité de toute une nation qui sont en danger. Ce n'est pas juste un idéal, c'est une nécessité absolue. Et ça se traduit par un cadre d'action très clair, découpé en 5 piliers pratiques. Prenons le premier, l'équité. C'est le pilier central. Mais attention, l'équité, ce n'est pas l'égalité stricte. L'égalité, ça serait donner exactement la même paire de chaussures à tout le monde, peu importe la pointure. Pas très utile, n'est-ce pas? L'équité, par contre, c'est donner à chacun la paire qui lui va. C'est du bon sens. Ensuite, on ajoute l'accès aux ressources, la participation à la vie citoyenne, la protection inébranlable des droits humains et enfin la valorisation de la diversité. On a là le vrai socle d'une société juste. Alors, maintenant que ces bases sont claires, passons à la deuxième étape, le fameux moteur français. La construction de ce moteur, ça ne s'est pas fait en un jour. Ça s'étale sur des siècles, en commençant par le fameux pacte républicain de la Révolution. Mais le vrai coup de génie, le tournant majeur, c'est 1945 avec la création de la sécurité sociale. Ce qui est complètement fou quand on y pense, c'est que ce filet de sécurité géant a été conçu par un pays qui était littéralement en ruine après la Seconde Guerre mondiale. C'est la preuve ultime que la justice sociale, c'est avant tout un choix politique pur et dur face à l'urgence, pas juste un petit luxe qu'on s'offre quand l'économie va très bien. Allez, troisième étape, parce que avant de réparer quoi que ce soit dans un pays, il faut d'abord pouvoir le mesurer. Et on s'en doute, c'est un sacré casse-tête. Le truc, c'est que les inégalités, ça fonctionne exactement comme un effet domino. Imaginons 2 enfants à la naissance. Le premier naît dans une famille avec beaucoup d'argent. Bim, premier avantage. Ça permet de se loger dans un super quartier. Du coup, ça débloque l'accès aux meilleures écoles, les plus élitistes. À la sortie, le carnet d'adresses garantit un premier emploi en or. La boucle est bouclée. Les avantages économiques du départ se sont transformés en avantages sociaux qui, au final, recréent à nouveau de la richesse économique. C'est une machine qui s'auto-alimente. Alors, comment on évalue ces écarts froids, objectivement, sans se noyer dans les données de millions de personnes? Eh bien, les statisticiens utilisent ce qu'on appelle les rapports interdéciles, comme le fameux D9 sur D1. L'idée est brillante de simplicité. On oublie complètement la moyenne. On prend directement l'ascenseur, on monte au dernier étage, voire les 10% les plus riches, et on compare ça frontalement avec le sous-sol, les 10% les plus pauvres. Le gros avantage de cette méthode, c'est qu'elle gomme la monnaie. Du coup, c'est hyper facile de comparer les époques ou de comparer la France avec d'autres économies. Et si on veut vraiment visualiser tout ça d'un coup d'œil, on a un outil magique, la courbe de Lorenz. C'est super simple. Imaginons un graphique avec une ligne droite parfaitement diagonale qui le traverse. Cette ligne, c'est l'utopie, c'est l'égalité absolue. Tout le monde a exactement la même chose. La courbe de Lorenz, c'est le ventre qui va se creuser juste en dessous de cette ligne. La règle de base, c'est que plus ce ventre est gros, plus il s'affaisse vers le bas, et plus ça veut dire que la richesse globale est confisquée par un tout petit groupe au sommet. Et de ce fameux ventre visuel, on tire la superstar des indicateurs à l'international, le coefficient de Gini. C'est une bête échelle qui va de 0 à 1. 0, c'est l'égalité parfaite, et 1, c'est le scénario catastrophe où une seule et unique personne posséderait l'intégralité de la richesse du pays. Bon, dans la réalité, aucun pays n'est à ces extrêmes. Mais pour donner un ordre d'idée, les pays scandinaves, qui sont très égalitaires, tournent autour de 0,25. À l'inverse, les nations avec de grosses fractures historiques frôlent plutôt les 0,6. Ok, la boîte à outils de mesure est prête. Passons à la quatrième partie, les outils d'intervention concrets et surtout leurs limites. Sans grande surprise, le levier numéro 1, c'est l'impôt. L'impôt sur le revenu, c'est le modèle parfait d'un système progressif.
Plus on gagne, plus on participe proportionnellement, ce qui réduit mathématiquement les écarts. Mais attention, parce qu'il y a le revers de la médaille, la fiscalité régressive. Prenez la TVA par exemple. Ça creuse les inégalités. Pourquoi? Parce qu'une taxe fixe sur un paquet de pâtes, ça grignote un pourcentage énorme du budget de quelqu'un au SMIC, alors que pour un millionnaire, c'est totalement invisible. En plus des impôts, on a de vrais poids lourds pour équilibrer tout ça. Les services publics. L'école gratuite, la Sécu, ce sont des égalisateurs structurels massifs. Mais il y a aussi des armes juridiques beaucoup plus ciblées pour traquer les discriminations. Un truc d'une efficacité redoutable, c'est le testing. L'idée est géniale. On envoie 2 CV rigoureusement identiques à un employeur, mais on change juste le nom de famille ou l'adresse. C'est imparable pour prouver formellement qu'il y a de la discrimination à l'embauche ou au logement. Et ça permet de sanctionner l'employeur dans la foulée. Mais bon, il faut être honnête, ce beau moteur grince un peu. Déjà, s'il n'y a pas de croissance, pas de financement pour redistribuer l'argent. Logique. Et puis, il y a ce phénomène complètement fou qu'on appelle la trappe à l'inactivité. En gros, c'est quand reprendre un boulot mal payé fait perdre tellement d'aides sociales simultanées que, financièrement parlant, l'individu s'appauvrit. C'est un vrai casse-tête politique. Ajoutez à ça la population qui vieillit, les traitements médicaux qui coûtent une fortune et une résistance à l'impôt qui vient parfois des classes populaires elles-mêmes. Bref, le système est sous très haute tension. Du coup, face à tous ces blocages, on passe à l'avant-dernière partie, le grand virage vers une justice proactive. Cette nouvelle approche, elle est super bien résumée par l'économiste Amartya Sen. Son idée, c'est l'approche par les capacités. Pour faire simple, avoir le droit sur le papier de voyager partout dans le monde, c'est bien beau. Mais si on n'a pas un centime en poche pour acheter le billet, ça ne sert rigoureusement à rien. Donc le but aujourd'hui, ce n'est plus juste de mettre un filet de sauvetage passif en bas de la falaise, mais c'est de donner aux gens les moyens concrets, la liberté réelle de choisir et de construire leur propre vie en amont. Concrètement, ça donne quoi? Ça donne des investissements sociaux hyper ciblés. Par exemple, la petite enfance. La science est catégorique. À 3 ans, les écarts de vocabulaire entre les enfants sont déjà gigantesques. Donc miser à fond sur les crèches, c'est la toute première arme pour bloquer les inégalités avant même l'école primaire. Et ça continue toute la vie, avec la formation continue, pour armer les travailleurs précaires face à la brutalité des transitions technologiques ou écologiques. Le maître mot, c'est l'émancipation. Allez, on arrive à notre dernière partie, et pas des moindres, les nouveaux défis. Parce que oui, le terrain de jeu a complètement changé aujourd'hui. Il y a de nouveaux fronts particulièrement brûlants. D'abord, la justice territoriale. Il y a une fracture énorme à combler entre les grandes métropoles hyper dynamiques et les zones rurales qui se vident, avec ce drame absolu des déserts médicaux. Ensuite, le combat pour l'égalité des sexes s'intensifie, notamment avec des règles de transparence salariale en entreprise. Et enfin, le boss final, la plus grande mutation systémique du siècle, la justice environnementale face au dérèglement climatique. Ce qui nous propulse directement face à cette question existentielle, celle qui a littéralement enflammé la France lors de la crise des Gilets jaunes. Le constat est dur. Les populations les moins aisées sont systématiquement les premières victimes du changement climatique. Sauf que ce sont aussi elles qui n'ont aucune marge financière pour encaisser une fiscalité verte punitive, comme une grosse taxe carbone sur l'essence. La contradiction est totale. Comment on finance le sauvetage de la planète sans écraser financièrement ceux qui se battent déjà âprement pour la fin du mois? C'est le défi ultime, un exercice de funambule sur lequel se joue carrément l'avenir de notre équilibre social. De quoi bien réfléchir pour la suite.